Bonjour et bienvenue chez Daddy Academy. Je suis très ravi encore de vous accueillir ici sur ma chaîne. Nous allons aujourd'hui continuer sur notre formation qui est là, qui parle de tout ce qui est de l'administration système et réseau. Bien vrai qu'actuellement on n'a pas commencé concrètement les cours du réseau, mais rassurez-vous que très bientôt on va aller commencer. Il nous suffit juste d'atteindre un objectif et de tout réjouir. Ok? Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? On va essayer de répondre à quelques questions. Ok? Donc comme je vous ai demandé de me poser différentes questions, et même avant cela, j'avais reçu énormément de questions que je devrais répondre. Et d'ailleurs même, j'avais pris mon temps pour les répondre. Certaines. Maintenant, avant de passer aux différentes réponses, je tiens encore à remercier tous les abonnés et même ceux qui ne sont pas encore abonnés mais qui suivent quand même mes vidéos de formation. Et je vous encourage une fois encore à s'abonner parce que c'est la seule manière pour m'encourager encore. Je n'ai pas oublié mes frères du Rwanda, non, encore mes frères du Congo-Brazza, du Congo-Kinshasa, du Burkina Faso, un peu partout en Afrique, les gens m'ont écrit, et même en Europe et tout ça, pour des remerciements. Donc moi aussi, cela me va droit au cœur. Merci pour tous ces soutiens. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Comme je vous ai promis, on va essayer de voir en quelque sorte quelques réponses, quelques questions. On va répondre à ces différentes questions ici. D'abord, la première question que j'ai voulu renvoyer vers la dernière partie de la vidéo. Donc, d'autres m'ont demandé quel est mon niveau d'études en fait. Donc, je vais vous dire encore le pourquoi d'autres me l'ont même demandé. Donc, mais ça, c'est à la fin. On va revenir vers maintenant la première question. On m'a demandé comment choisir son édition de Windows Server. Et tout à fait, c'est une question légitime et intéressante aussi. Ça, je vous le rassure. C'est une question qui est vraiment intéressante. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas encore les éditions à choisir, vous risquez de faire des erreurs. Et parfois, en informatique, si vous faites des erreurs, ça risque de vous coûter très cher même. Que ce soit en termes de coûts financiers, ou bien même de coûts de migration ou autre. Ok? Donc, comprenez que, comme nous parlons actuellement du Windows Server 2019, aujourd'hui, on a 3 éditions. On a la première édition qu'on appelle Windows Server 2019 Essentiel. C'est-à-dire que cette édition est destinée aux petites entreprises ou aux organisations qui ne vont pas dépasser, disons, 25 utilisateurs. 25 utilisateurs ou bien 50 équipements dans votre structure, votre réseau. Ok, donc ça c'est l'édition essentielle. Et sur lui aussi sa licence, elle n'est pas aussi tellement élevée, elle n'est pas aussi chère que cela. C'est aux alentours de 500 € la licence. Ok, mais si jamais maintenant vous dépassez les 25 utilisateurs, vous êtes dans l'obligation de partir vers une autre édition qu'on va voir tout de suite. Ok, après cette édition, il y a l'édition standard. Cette édition est destinée aux entités n'ayant pas n'ont pas trop besoin de la virtualisation. Ok, parce que cette édition elle est limitée en termes de virtualisation. Et lui, sa tarification se fait aussi avec le nombre de cœurs en fait. Ok, c'est le nombre de cœurs.
du serveur physique. Ok, et lui son coût c'est aux environs de 900 € quelque chose. Ok, donc c'est ça. Maintenant il y a ce qu'on appelle le data center. Le data center, celui-là, ça c'est carrément quelque chose de high level. Lorsque par exemple vous allez faire beaucoup de virtualisation, il faudrait déjà penser à une édition data center. Ok, donc ce sont les 3 éditions aujourd'hui qui sont au niveau de Windows Server 2019 en Explorer. Okay? Vous utilisez les 3 éditions. Donc là maintenant c'est à vous de voir exactement quelle est l'édition qui est vraiment intéressante à votre niveau. Il faut d'abord diagnostiquer. Lorsqu'on vous appelle pour par exemple un service, il faut d'abord comprendre le besoin. Il faut évaluer le besoin. Si vous n'évaluez pas le besoin, vous risquez de vous tromper. Donc n'essayez pas de se tromper parce que vous ne pouvez pas acheter tout de suite un serveur essentiel alors que vous avez par exemple 30 utilisateurs. Vous l'achetez et vous allez encore vouloir retourner ou bien changer, avec ça engendre des coûts supplémentaires et le temps. Ok. Après cela, on m'a encore demandé comment maintenant nommer c'est-à-dire le nommage du serveur. Donc c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Ok, c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère. Regardez par exemple mon serveur qui est là. Mon serveur qui est là ici, si vous venez ici au niveau du tableau, ici, donc moi j'ai pris ici daddyacademy.land. Non, je m'excuse, ici le nom c'est SRV Prod. Il faut vraiment donner un bon nom à votre serveur ou bien à vos différents serveurs. Je prends par exemple, lorsque vous êtes dans un environnement où vous avez du multi-sites, vous pouvez par exemple faire vous prenez le nom, par exemple si vous êtes à Paris, et il y a un autre, vous avez d'autres succursales vers Lyon, vers Marseille, vous pouvez faire par exemple SRV, par exemple Prod de Marseille, quelque chose de ce genre. Ok, donc essayez de bien le nommer. Et après ça aussi, on peut encore venir comment choisir aussi le nom de domaine. Le nom de domaine aussi, il faut vraiment penser à un bon nom, quelque chose qui ne va pas piétiner sur votre DNS par exemple, sur la résolution. Par exemple, moi ici j'ai pris daddyacademy.land, il faudrait pas que je prends en fait un DNS qui est public, par exemple qui est au niveau du, sinon ça risque de faire des confusions. Ok, donc c'est à ça. Et troisièmement, après cela, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut penser déjà à fixer l'adresse IP, donner une adresse IP. Donner une adresse IP, on avait déjà encore fait cela. Pensez à donner une adresse IP à votre serveur. Ça fait partie des bonnes pratiques. Ok, donc si vous voyez ici, là on vient, si moi je clique ici, là j'ai quelque chose de ce genre, et là vous voyez, quand je viens, j'ai ça, j'ai fixé mon adresse IP qui est là. Ok, donc là je ne veux pas valider ça. Est-ce que je me fais comprendre? Donc si vous faites configurer, bon je ne veux pas configurer ça, c'est juste pour vous montrer aujourd'hui comment déjà changer ou modifier votre adresse IP. Et toujours dans la bonne pratique, il faut chercher ce qu'on appelle un outil de surveillance automatique. Par exemple, même au niveau du Windows Server 2019, cet outil est déjà intégré. L'outil là qui vous permet de savoir que est-ce que votre serveur n'a pas de problème, est-ce qu'il n'y a pas des services qui sont par exemple arrêtés, est-ce que vous n'avez pas par exemple un dysfonctionnement, des erreurs. Regardez si on vient au niveau de mon serveur ici. Ici on a les événements. Vous avez vu, on a la possibilité d'avoir les événements, tout ce qui se passe au niveau du serveur. 24 11 2020, donc 0 heure, donc on me parle du DNS, l'événement. Donc ici on parle des erreurs.
Et après ça, on peut encore voir tous les services qui sont connectés. Ok, ma page de découverte de topologie de la couche de liaison, ainsi de suite. Vous voyez tout ça. Et même en bas, vous pouvez aussi voir ce qu'on appelle les best practices, c'est-à-dire le BPA. Le BPA, donc ici, les bonnes pratiques, vous pouvez aussi les voir. Là, vous avez la possibilité de voir les gravités, le nom du serveur, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous venez à ce niveau-là, par exemple ici, vous pouvez encore, actuellement on me dit que avertissement ou erreur 0. Je n'ai pas d'avertissement ni d'erreur au niveau de mon serveur ici. Ok, donc à ce niveau, c'est ça que je vais vous conseiller, mais on verra encore plus tard comment avoir par exemple des outils de surveillance lorsque par exemple on va installer, on va travailler un peu sur Linux, sur tout ce qui est du, par exemple comment surveiller en même temps la base de données, par exemple MySQL ou bien SQL Server, ça dépend, bien savoir exactement que un serveur, est-ce qu'il est chargé, est-ce que le disque est plein, ainsi de suite. Donc on aura des outils de surveillance qu'on pourra voir ensemble ici, ok, du côté de l'administration système. Et deuxièmement, troisième question, on m'a demandé que au niveau de ma vidéo DHCP, beaucoup ont eu des problèmes que leur machine n'arrivait pas à communiquer, ou bien ils avaient des problèmes d'octroyer des adresses IP. Donc je pense que même hier j'ai eu à travailler avec un de mes abonnés. On a essayé de résoudre ce problème là. Le problème c'était à quel niveau? Donc pour ceux qui ont ce problème là, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut déjà essayer d'ajouter une nouvelle carte et vous fixez cette carte là, et là toutes les machines vous les ajoutez au niveau de cette carte. Pour le faire, comment là? Il faut juste venir au niveau du VM et venir dans Settings. Ok, vous venez au niveau de Settings et là on vient au niveau de cette carte là. Attendez, notre adaptateur, vous pouvez ajouter ici un autre réseau qui est là. Vous dites que ok, toutes les machines clientes vont se connecter à cette carte. On peut encore avoir 2, 3, 4 ici. Vous pouvez juste ajouter ici le segment. Vous ajoutez un segment, vous mettez par exemple add, vous pouvez on met test, ok, et on valide ça. Maintenant, si on veut mettre par exemple, si on était en réseau, on dit qu'on veut mettre ce VLAN là dans cette carte, on dit que ok, ici vous restez ici, ou bien les autres vous restez à ce niveau là et vous validez. Et vous faites la même chose au niveau du client. Et après ça, si encore vous avez des problèmes au niveau de ping, parce que d'autres encore m'ont signalé qu'ils ont quelques problèmes avec les ping, les serveurs ne se voient pas, il faut essayer déjà de bloquer les parfaits par exemple. Mais pour les parfaits, vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle des GPU qui vont permettre d'autoriser certains ports en fait, ok. Donc ça aussi c'est important, on va revenir tout de suite sur cette question, ok. Donc si on vient sur la quatrième question, on me demande aussi quels sont les GPU qui sont quasi indispensables dans un environnement de production, hein. Là on suppose que nous sommes en entreprise. Les GPU, moi je vais vous donner ici quelques GPU. La première GPU que vous devez appliquer après avoir fini d'installer votre serveur, après avoir ajouté le rôle AD et configurer tout ce qui est du DNS et tout ce qui est ici c'est du DHCP, ainsi de suite. Après avoir fini de faire ça, lorsque maintenant vous voulez mettre mettre sur place tout ce qui est de stratégie, commencez toujours par ce qu'on appelle la stratégie de mot de passe, une politique de mot de passe. Pourquoi je vais vous le dire? N'acceptez pas dans votre entreprise les gens mettent n'importe quel mot de passe. Vous savez que les gens, vous m'excuserez du terme, mais beaucoup sont paresseux en entreprise.
ils veulent venir juste automatiquement taper 1, 2, 3 et ça passe. N'acceptez pas ça, c'est pas des bons mots de passe. Et parce que quand vous avez des problèmes, ils vont croiser les bras. Mieux vaut de leur montrer les bonnes pratiques. Ils acceptent c'est-à-dire de se former avec les bonnes pratiques pour pouvoir vous sauver. Ok? Donc, il faut déjà appliquer le mot de passe. Ça, c'est très important. Je vais vous afficher la capture. Ok? Donc, vous voyez ici, on a ce qu'on appelle la capture. Maintenant, après cela, qu'est-ce que vous devez faire? En même temps, vous faites la stratégie de verrouillage. La stratégie de verrouillage, une GPU qui permet de verrouiller les machines. Il y a beaucoup de ces utilisateurs encore, ils n'ont pas l'habitude de verrouiller un ordinateur. Tout ce qu'ils font, s'ils finissent de travailler, s'ils ont terminé, ils vont juste, par exemple, se lever. Et là, quelqu'un peut venir derrière, faire quelque chose sur la machine. Et ils vont demander, c'est toujours le responsable informatique, l'administrateur système. Ok? Et après cela, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut, pour les GPU, il faut déjà bloquer tout ce qui est du port USB. Avec une stratégie de GPU, il faut bloquer déjà les ports USB. Ça, je vous le recommande vivement. Ça fait partir des portes d'entrée pour attaquer votre entreprise. Imaginez que par exemple une personne malveillante, entre dans l'entreprise, il fait semblant de faire des demandes, des interrogations, et à la fin, lorsqu'il part, il fait semblant de laisser une clé, il laisse une clé. Et là, un utilisateur lambda qui ne connaît rien en informatique, lui, son premier réflexe, c'est quoi? C'est de prendre juste cette clé et l'introduire au niveau des machines. Et si ce gars-là, c'est un pirate? Dès que tu mets l'ordinateur, il y a les virus, il y a ce qu'on appelle une auto-installation de tout ce qui est du malware. Et donc, à part de là, le gars a accès à votre réseau. Donc, ça fait partie des stratégies que vous devez déjà appliquer, même si les gens vont bloquer les ports USB. Ok? Après ça, qu'est-ce que vous devez aussi faire? C'est de monter des lecteurs automatiques. Vous savez que c'est très ennuyant à chaque fois, surtout que si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup d'utilisateurs, à chaque fois vous devez ajouter une machine dans le réseau, dans le domaine, il y a de nouveaux collaborateurs, il faut préparer ce qu'on appelle des GPO, le mappage en fait, le mappage. Donc lorsque vous faites le mappage, vous regardez tous les lecteurs qui sont nécessaires et vous donnez par rapport à chaque autorisation. C'est-à-dire que si c'est des stagiaires, vous montez les lecteurs pour les stagiaires. Si c'est pour le high level, les DG et ainsi de suite, vous mettez un lecteur pour ces gens-là. Ainsi de suite, la comptabilité, les finances, ainsi de suite. Là, dès que la personne, c'est-à-dire dès que vous ajoutez la machine au niveau vous l'ajoutez au niveau du domaine, tout se passe comme ça. Et là, tu respires mon gars. Ok? Donc, et après ça, qu'est-ce que nous devons faire pour les GPU? 5e GPU, c'est le fond d'écran. La personnalisation. Il faut toujours personnaliser. Il ne faut jamais accepter de laisser l'utilisateur lui-même choisir son fond d'écran. C'est pas bon. Il faut que les gens puissent respecter ce qu'on appelle la déontologie de l'entreprise, c'est-à-dire l'image de l'entreprise, l'image de votre structure. Sinon, si c'est moi, je vais faire la photo de mon imam, de mon pasteur, de ma femme, de mon mari, de mon marabout, quelque chose de ce genre. Donc ça devient un peu anarchique en fait. Ok? Tu vas à ce bureau-là, tu vas au jour, tu vas là-bas, tu vas, alors ils sont tous dans la même entreprise. Donc, vous mettez déjà, la vidéo, elle existe. Presque tout ce que j'ai dit là, j'ai déjà traité cela. Mais je voulais juste encore reprendre parce qu'on m'a posé ces questions-là. Ok? Ça, c'est une chose. Aussi, il faut les GPU pour les imprimantes aussi. Donc, pour que ça s'installe aussi très rapidement. Et bloquer encore l'accès au registre. Ok, ça encore c'est une autre porte d'entrée pour vous attaquer. Le panneau de configuration, nous venons de faire ça. Il faut aussi
pensez à le verrouiller. Les updates, les mises à jour. Les mises à jour, il faut que vous essayez de mettre une stratégie ou bien vous placez un serveur WSUS. Ok? Un serveur de mise à jour. N'acceptez pas que les machines viennent ici, c'est-à-dire toute mise à jour qui vient, ça s'installe, ça s'installe, ça s'installe. Parfois avec Microsoft, ils sont dans les tests et vont balancer juste des mises à jour et voilà, vous voyez, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Ok, je pense qu'on a parlé de ça. Donc si le panneau, l'update et les verrouillages, c'est bon. Donc cinquième question, comment créer ou simuler un lab virtuel. On m'a posé cette question, mais je préfère pour cette question de traiter carrément comment monter un lab pour ces différents tests. Je vais vous parler de tout ce qui est de switch, tout ce qui est de routeur. On va simuler en quelque sorte tout ce qui est, on va faire une simulation de notre entreprise en fait. C'est-à-dire que lorsque vous partez en deux, vous allez trouver exactement ces mêmes outils qui sont là-bas. Ok? Donc, après ça aussi, qu'est-ce que nous allons faire? On nous a demandé, sixième question, le client n'arrive pas à pinguer le serveur. Ok? Voilà. Les clients qui ont des problèmes de pinguer leur serveur. C'est ça au niveau de la carte, c'est-à-dire du réseau local. C'est ça que je viens d'expliquer. En fait, il faut que les machines soient dans le même réseau, au niveau d'une même carte aussi, c'est-à-dire un réseau local. Et deuxièmement, troisièmement, essayer de bloquer certains pare-feux. Ok? Et là, dans les conditions normales, ça doit passer. Si ça passe pas, prenez mon WhatsApp, vous m'appelez, on traite rapidement le problème. Ok? Septième question, on m'a demandé est-ce que la modification du nom de la machine serveur s'est fait directement sur l'ordinateur serveur? Mais bon, j'ai dit que oui. Pour le faire, on vient ici, vous voyez ici le nom de l'ordinateur, on clique sur une restriction sur l'ordinateur. Ok, bon, je me suis verrouillé. Donc comprenez que vous devez juste cliquer ici pour qu'on puisse vous demander. Je ne vais pas rentrer pour certains débogages qui sont là. Serveur Podmaster, d'accord. Mais comprenez que la modification du nom du serveur se fasse ici. C'est ici que vous devez le changer. Dès que vous cliquez, vous allez voir ici un menu qui vous demande de changer, modifier le nom de votre ordinateur et vous donnez le nom approprié. Ok? Bon, encore, on m'a aussi demandé, toujours au niveau de la septième question, comment identifier les ordinateurs clients dans le domaine. Ah, ça c'est très important. C'est très important. Il faut être méthodique. Si on vient au niveau de computer and user, ce sont des stratégies de groupe. Si je viens au niveau de l'utilisateur, utilisateur ordinateur Active Directory, je viens à ce niveau-là. Voilà, ici c'est important. D'abord, je vous avais expliqué, pour les ordinateurs, il faut encore avoir le nommage. Par exemple, si c'est des, moi ce que je fais, je vous dis clairement ce que je fais, si c'est des PC, si c'est des ordinateurs PC, des desktops, je mets PC, par exemple, je mets par exemple le nom de l'entreprise, je mets précédé de PC et je fais 001 quelque chose de ce genre. Je sais que ça c'est un ordinateur fixe qui se trouve dans telle entreprise. Ok, vous pouvez encore faire quelque chose de plus. Vous pouvez même par exemple ajouter, si vous voulez, le département sur lequel l'ordinateur a été affecté. Mais vous pouvez aussi faire une chose. Par exemple, lorsque vous venez au niveau de ces ordinateurs ici des computers, dès que vous faites vous double-cliquez ici sur la machine, vous pouvez aussi donner une description au niveau de la machine. Vous voyez que là, moi j'ai mis DA-LPT. DA, ça dit date d'académie. LPT, ça dit c'est un laptop 100. Ça c'est le nom qui va s'afficher.
Et là, au niveau du serveur, vous pouvez encore ajouter ce qu'on appelle une description. La description là, elle va vous permettre encore de comprendre. Par exemple, moi, si c'est par exemple Paul qui utilise ça, pour encore être bien précis, j'ai dit que c'est Paul qui est financier. Je mets le département. Je mets financier. Je mets par exemple département comptabilité par exemple. À titre d'exemple, et je valide. Et là, cela veut dire que quand je viens ici pour identifier ça, dès que je vois l'ordinateur ici, je vois en même temps la description. Vous voyez, je sais que ah oui, c'est Paul qui utilise cet ordinateur là. Donc en cas de problème, dès que vous détectez des anomalies, vous pouvez aller directement et vous connaissez qui utilise cet ordinateur là. Mais ne vous limitez pas à ça seulement. Essayez d'avoir par exemple un fichier Excel ou bien une base de données où tout le parc est répertorié. C'est-à-dire les utilisateurs, tout ce qui est des machines, ainsi de suite, ok? Vous faites aussi la même chose. Mais pour la description, vous devez venir ici ajouter ça, ok? Maintenant, la 9e question. On me demande, lorsque je connecte un user avec un profil itinérant sur une machine virtuelle, celui-ci retrouve bien ses documents, mais sur une machine physique, aucune trace de ces documents. J'avais parlé des profils itinérants. Dans les conditions normales, monsieur, c'est monsieur, je sais très bien, je ne sais pas si c'est, je ne vais pas dire son nom, il m'a écrit ça. Il me dit que lui, il a un problème avec les profils itinérants. Avec les profils itinérants, qu'est-ce qu'il doit faire? Si vous avez bien configuré, comme je vous ai montré ça au niveau de ma vidéo numéro 14, tout doit marcher, que ce soit du côté physique, c'est-à-dire si c'est un ordinateur physique ou bien si c'est un ordinateur virtuel. Ok? Ici, c'est que encore vous devez peut-être ajouter à ce niveau, c'est de voir est-ce que vous avez bien fait, vous avez bien créé le répertoire de partage. Est-ce que les ordinateurs sont dans le même réseau, ok? Est-ce que vous avez quand même essayé de donner des autorisations à ce répertoire-là? Donc, c'est des paramètres à vérifier. Si ça ne passe pas aussi, comme j'ai l'habitude de le faire avec beaucoup d'autres personnes, vous me contactez juste dans les commentaires. Si je trouve que c'est nécessaire, on se donne rendez-vous sur Google Meet pour vous aider, pour essayer d'aller. Parce que c'est ça aussi, c'est l'entraide. C'est pas parce que bon, je suis là, je connais tout, moi aussi je connais pas tout, mais le peu que je connais, j'essaie vraiment de le partager avec vous. Et vous aussi, en retour, c'est quoi? C'est de s'abonner, partager et inviter vos amis à aimer la page, la chaîne YouTube, ok? Donc, monsieur, si vous avez compris cette question, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, je viens au niveau de la 10e question. On me demande comment appliquer une GPU à une OI. Vu sa question, c'était quoi? C'est de comprendre en quelque sorte lorsqu'il veut spécifier. Lorsque par exemple il veut appliquer une GPU, à des utilisateurs spécifiques, à quelques utilisateurs. Je prends un exemple. On a parlé tout à l'heure du blocage des clés USB. Mais vous ne pouvez pas bloquer tous les ports pour tous les utilisateurs. Je prends un exemple. Vous ne pouvez pas bloquer les ports de votre propre machine en fait. Vous informaticien, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne devez pas le faire en fait. D'abord, vous êtes vigilant. Et par exemple encore le directeur général. Donc c'est des gens, il faut comprendre ces GPU. Lorsque vous créez d'abord une GPU, ce que vous devez faire, c'est de comprendre d'abord, c'est de connaître d'abord ces GPU doivent être appliqués à qui, à quel département, avant d'essayer de mettre en place une GPU. Ok?
si vous dites que, par exemple, la GPO là, elle s'applique à tout le monde sauf. Et à partir de là, il faut créer ce qu'on appelle une unité d'organisation. Et une unité d'organisation, il faut venir au niveau de la forêt ici. Vous venez là. Vous créez une unité d'organisation. Vous créez d'abord au niveau de Active Directory, au niveau de User and Computer ici. Vous allez créer. Par exemple, si vous voulez créer ça, regardez par exemple ici. Ça, ce sont des dossiers par défaut. Et généralement, il est très compliqué de vouloir affecter ici, attribuer ici des GPO. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est monsieur, même, attendez, ouais, excusez, lui-même, je vais bien dire son nom ici. Parce qu'il m'a écrit même tout récemment. Voilà, Fonkebon, je pense que c'est comme ça. Ok. Ce que vous devez faire, monsieur, c'est de créer d'abord une unité d'organisation pour les ordinateurs. Lui disait que il veut créer une unité d'organisation, appliquer l'arrêt des ordinateurs pour quelques-uns. Ok. Vous arrêtez ça, vous cliquez, vous ajoutez, vous créez ici un nouveau une unité d'organisation. Une unité d'organisation, je vois même pas. C'est pas ici. Vous venez ici, nouveau unité d'organisation, et vous dites par exemple ici, vous mettez ici le PC. Juste un exemple. Vous créez les PC. Et maintenant, regardez, il y a une différence entre ça et ça. Et là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez essayer, pour ne pas à chaque fois venir prendre l'ordinateur là, le glisser ici. Prendre l'ordinateur, le glisser ici, il faut créer ce qu'on appelle une redirection. J'ai déjà parlé de ça dans mes vidéos. Il y a une des vidéos, comment créer une redirection. Cherchez au niveau de ma chaîne YouTube, vous allez voir ça. Et vous créez une redirection, ça veut dire qu'à chaque fois vous ajoutez un ordinateur. À chaque fois vous ajoutez un ordinateur dans le domaine, il va aller ici directement. Il va venir ici directement. Mais sinon, il va venir au niveau de ce dossier-là par défaut. Est-ce que je me fais comprendre? Donc sinon il va venir ici par défaut, et ça c'est pas bon. Si vous voulez appliquer certaines stratégies, ça va pas marcher. Et à partir de là, vous revenez maintenant au niveau de votre stratégie de groupe ici. Vous allez maintenant créer la stratégie. En fait, si vous voulez, vous pouvez venir au niveau d'ici. Nouveau, si vous faites ici nouveau, voilà, et vous pouvez créer stratégie arrêt ordinateur par exemple. Arrêt ordinateur, vous avez vu que la stratégie elle est là, et à partir de là, qu'est-ce que vous devez faire? Faites clic droit et modifier votre GPO. Et là encore c'est très important. D'autres m'ont dit que ils ont créé des GPO qui ne fonctionnent pas. Il faut comprendre, il y a deux façons pour appliquer les GPO. Il y a d'abord les GPO qui sont pour les ordinateurs, et il y a encore les GPO qui sont directement liés à un utilisateur donné. Ok? Donc il faut chercher, comprendre, c'est ça. Donc c'est différent. Si c'est une stratégie qui s'applique aux ordinateurs, vous cherchez ça ici. Si c'est des GPO qui s'appliquent aux users, c'est la même chose. Après avoir fini de le faire, il faut juste venir maintenant dans clic droit. Vous dites par exemple ici arrêt. Attendez. Comme c'est des stratégies de groupe, elle n'a pas encore été modifiée. Bon, je ne l'ai pas vu là-bas. Maintenant, ce que vous devez ici faire, c'est de venir, par exemple ici, vous faites, voilà, maintenant pour lier cette GPO, il faut venir sur l'œil en question, vous faites clic droit et vous faites lier un objet de stratégie de groupe existant. Et vous faites ça, vous choisissez l'œil, c'est-à-dire la GPO, mais après avoir fini de la configurer, et vous faites ça ici,
et vous appliquez les GPO, GPO 2 slash force. Vous appliquez ça et c'est bon. Dans les conditions normales, ça doit passer. Ok, monsieur, j'ai oublié votre nom. Donc, dans les conditions normales, ça doit passer. Ok, et c'est la même chose aussi pour, si vous, comme je vous ai dit, pour les clés USB, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, voilà. Ça, c'était l'avant-dernière question. Donc, c'est très important de bien maîtriser les GPU. Ça vous permet vraiment de gagner en temps. Ça vous permet vraiment de gagner beaucoup en temps. Parce que là, vous pouvez faire beaucoup de choses. La dernière question, il s'agit quel est votre niveau d'étude, voilà. Merci pour cette question. Et la personne même m'avait encore demandé, mais il pense que je n'ai pas appris tout ça à l'école. Bon, je veux dire que d'abord, mon niveau d'études, moi je suis en master 2. Je suis en master 2, donc je viens juste en mois de novembre ici, on a fini le master 2. En plus de ça aussi, je remercie quand même le bon Dieu qui m'a permis de rencontrer un excellent professeur. C'est le professeur même qui m'a encouragé à faire aujourd'hui des vidéos sur YouTube. C'est grâce à lui que je me suis lancé, c'est pas ça. Et c'est parce qu'il m'avait donné juste un exercice à faire. Il me dit que si je trouve le résultat, lui, c'est de juste poster le cours au niveau de YouTube et de lui donner le lien. C'était ma première vidéo. Il faut aller regarder la migration du serveur 2012 vers 2012. Donc c'était ma première vidéo. Donc je suis en master 2. Donc, mais bon, ça va. On remercie le bon Dieu. On s'est petit à petit. Et aussi je suis dans quelques entreprises ici. Donc c'est ça. Voilà. Donc je suis déjà dans le milieu professionnel. Donc tout ce que je veux dire, je m'appuie sur des bases solides pour vous le dire. Ce n'est pas juste de la théorie que j'ai appris à l'école. Donc j'ai appris la théorie, j'ai pratiqué, je pratique encore en entreprise dans mes différents services et tout ça. Ok? Donc c'est juste pour être très clair avec vous, pour que vous compreniez. Mais la seule chose que je vais vous demander de trouver, c'est juste se documenter. Trouver des documents. Je ne sais pas si vous voyez ici, il faut vraiment se documenter. Je ne sais pas comment la caméra va rendre ça, il faut se documenter. Ok? Donc c'est ça qui nous a vraiment aidé. Et aujourd'hui on va essayer de se limiter ici. La vidéo elle est très longue, donc j'espère bien que vous avez encore compris. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Si j'ai le temps, je suis prêt à vous aider aussi, même si c'est en live aussi, je peux vous aider aussi à comprendre. Merci et je vous remercie.